Le café embaumait la cannelle et l'espresso brûlé. C'était un refuge, ce mardi après-midi, pour ceux qui cherchaient à fuir la réalité. Melissa Hart était assise au fond d'un box, voûté à dessin dans un immense sweatshirt gris qui avait connu des jours meilleurs, probablement en 2015. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon négligé, mais pas du genre coiffé-décoiffé à la mode. Elle avait choisi sa plus vieille paire de jeans, celle avec une petite tache sur le genou, souvenir d'un incident avec du dentifrice qu'elle préférait oublier. Et pas de maquillage, absolument aucun maquillage. Elle vérifia son téléphone pour la 3e fois en 5 minutes. Sa meilleure amie, Tracy, avait organisé ce rendez-vous à l'aveugle, et Melissa n'avait accepté que pour faire cesser ses incessantes supplications. Après 3 ans de relations ratées et des fiançailles spectaculairement catastrophiques avec un homme qui avait vidé ses économies avant de disparaître, Melissa avait mis au point une stratégie infaillible, paraître aussi peu attrayante que possible lors des premiers rendez-vous. Si un homme ne pouvait pas la supporter sous son pire jour, il ne la méritait pas sous son meilleur ou quelque chose comme ça. Au fond, elle voulait juste survivre à l'heure qui suivrait sans subir une nouvelle déception. La clochette au-dessus de la porte tinta et Melissa leva les yeux, s'attendant à voir un type ordinaire en pantalon kaki, le genre habituel que Tracy essayait de lui imposer. Au lieu de cela, un homme entra dans le café, vêtu d'un costume gris anthracite à la coupe impeccable, le genre de costume qui chuchote l'argent au lieu de le crier. Il était grand, avec des cheveux sombres touchés d'argent aux tempes, et se déplaçait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'a jamais douté de sa place dans le monde. Melissa l'observa scanner le café du regard, probablement à la recherche d'une mannequin Instagram qu'il devait rencontrer. Leurs regards se croisèrent. Il sourit et se dirigea droit vers sa table. « Melissa ?» Sa voix était chaleureuse, avec un léger enrouement qui suggérait soit trop de nuits tardives, soit trop de bon whisky. « Je suis Christopher Dane. Tracy m'a dit que tu serais dans le box du fond. » La bouche de Melissa s'assécha. Ce n'était pas possible. Tracy avait décrit son rendez-vous comme un type sympa du boulot, fraîchement célibataire, qui aurait bien besoin d'un ami. Cet homme, lui, semblait tout droit sorti de la couverture du magazine Forbes. Elle baissa les yeux sur son sweatshirt usé et eut envie de disparaître dans le vieux cuir de la banquette. « C'est moi, marmonna-t-elle sans se lever. Tu peux t'asseoir si tu veux, ou pas. Je veux dire, si tu dois partir, je comprendrai tout à fait. » Le sourire de Christopher s'élargit, révélant une fossette sur sa joue gauche. « Pourquoi devrais-je partir ? Je viens d'arriver. » Il se glissa dans le box face à elle avec une aisance qui la rendit encore plus nerveuse. « Je dois dire, Tracy n'avait pas mentionné que tu avais les yeux les plus expressifs que j'ai jamais vus. Ils sont magnifiques. » Melissa cligna des yeux. « Tu es sûre d'avoir trouvé la bonne Melissa ? » Melissa Hart travaille à l'école primaire de Patterson, institutrice de CE2, aime les podcasts sur les meurtres, possède une chatte nommée Agatha Christie et fait les meilleurs cookies aux pépites de chocolat de 3 comtés, selon Tracy. Christopher s'adossa au siège, totalement détendu. « C'est exactement ce qu'on m'a dit. Ce sont surtout les cookies qui m'ont intéressé. » Melissa sentit, malgré elle, un petit sourire tiré sur ses lèvres. « Tracy parle trop. » « Tracy est une talentueuse chef de projet et elle juge très bien les caractères, dit Christopher. Elle travaille dans mon entreprise depuis 2 ans et j'ai appris à faire confiance à son instinct. »« Ton entreprise ?» Le cœur de Melissa se serra. Bien sûr, c'était le patron de Tracy. C'était une sorte de rendez-vous de pitié, probablement organisé parce que Tracy avait trop souvent mentionné au bureau son triste mode de vie d'ermite après sa rupture. « Je possède un cabinet de conseil en centre-ville. Des trucs très ennuyeux, restructuration d'entreprise, analyse de performance, ce genre de choses. » Il fit un geste dédaigneux de la main. « J'aimerais beaucoup plus entendre parler des élèves de CE2. J'imagine qu'ils sont bien plus divertissants que des cadres d'âge moyen qui s'inquiètent de leur rentabilité. » La serveuse arriva à leur table. Christopher commanda un café noir et demanda à Melissa ce qu'elle voulait. Elle demanda un thé au lait, puis le regretta aussitôt. Ça sonnait tellement prétentieux. Pourquoi n'avait-elle pas simplement demandé un café normal ? « Alors, dit Christopher quand la serveuse fut partie, j'ai un aveu à faire. »« Ça y est, pensa Melissa. La sortie polie, le discours du genre « tu as l'air sympa, mais… » J'ai demandé à Tracy de ne pas me te décrire. Je lui ai demandé de rester vague. Il passa une main dans ses cheveux, l'air presque timide. J'ai eu des expériences avec des femmes qui étaient plus intéressées par mon compte en banque que par moi. C'est épuisant de faire semblant de ne pas remarquer quand les yeux de quelqu'un s'illuminent à la mention de votre titre et non de vos paroles. Melissa l'étudia attentivement. Il y avait quelque chose d'authentique dans son expression. Une fatigue autour des yeux qu'elle reconnut.
Elle avait vu la même chose dans son propre miroir après le départ de Jérémie. Cette fatigue profonde qui vient de la déception causée par des gens en qui l'on avait confiance. « Tracy ne m'a rien dit, à part que tu étais seule et que tu avais besoin d'un ami, » dit honnêtement Mélissa. « J'ai failli annuler 3 fois. Je ne suis pas vraiment en état de sortir avec quelqu'un. Ou peut-être plus jamais. Une rupture difficile, un vol et un combo de rejet social. » Les mots sortirent un de plus amer qu'elle ne l'avait voulu. « Désolé, je ne suis pas d'habitude aussi cynique ni aussi mal habillée. » Elle désigna son sweatshirt. « Aveu complet, je me suis habillée comme ça exprès. Je sabote mes propres rendez-vous depuis 6 mois. » Christopher éclata de rire. C'était un son sincère qui fit se retourner quelques clients. « C'est brillant. Dommage que je n'y aille pas pensé. Une fois, j'ai porté une fausse moustache pour un dîner arrangé par des amis. Ça n'a pas marché. » Elle l'a complimenté. Mélissa ne put s'empêcher de rire. « Tu n'as pas fait ça ?»« Absolument. C'était une moustache très respectable. Je ressemblais à un gentleman victorien. Ou c'est ce que je me disais. » Il accepta son café de la serveuse avec un signe de tête reconnaissant. La relation a duré 3 semaines, avant qu'elle ne me demande si j'envisagerais d'investir dans la start-up de crypto-monnaie de son ami. C'est là que j'ai compris que la moustache avait échoué dans sa mission. Ils discutèrent 1 heure, puis 2. Christopher posa des questions sur ses élèves, et Mélissa se surprit à raconter des histoires sur les drames des enfants de 8 ans et la politique du ballon prisonnier dans la cour de récréation. Il écoutait comme si elle décrivait quelque chose de fascinant, et non la vie banale d'une école primaire. Quand elle l'interrogea sur son travail, il le décrivit avec un humour autodérisoire, rendant le conseil en entreprise presque aventureux. « Je dois probablement y aller, » dit enfin Mélissa, remarquant que le café s'apprêtait à fermer. « J'ai des plans de cours à terminer. »« Puis-je te revoir ?» demanda Christopher. Sa franchise l'a pris au dépourvu. « Peut-être quelque part où tu te sentiras à l'aise pour t'habiller comme tu veux, bien que je doive dire que ce sweatshirt commence à me plaire. » Mélissa hésita. Chaque instinct lui criait de dire « non », de se protéger, de ne pas risquer un autre cœur brisé. Mais quelque chose chez Christopher semblait différent. Peut-être la façon dont il avait regardé ses vêtements usés et ses cheveux en désordre en souriant comme si elle était exactement ce qu'il espérait trouver. « D'accord, dit-elle doucement. Mais je choisis l'endroit et je paie ma part. »« Marché conclu, » dit Christopher en lui tendant la main pour l'aider à se lever. Elle la prit, sentant la chaleur de sa paume. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, le téléphone de Mélissa vibra. Un SMS de Tracy. « Alors, tu l'as déjà fait fuir ?» Mélissa jeta un coup d'œil à Christopher qui tenait la porte pour elle. Son visage exprimait l'espoir et la gentillesse. Elle ne savait pas que l'homme qu'elle venait d'accepter de revoir valait plus que le PIB de la plupart des petits pays. Elle ne savait pas que sa société de conseil était en fait un empire mondial avec des bureaux sur 4 continents. Elle ne savait pas que le nom de Christopher Dane apparaissait régulièrement dans les journaux financiers, ni que sa dernière relation s'était terminée quand il avait découvert que sa petite amie avait vendu leur conversation privée à un tabloïd. Tout ce qu'elle savait, c'est que, pour la première fois en 3 ans, elle ressentait le frémissement de quelque chose qui pouvait être de l'espoir. Ce que Mélissa ne pouvait pas savoir, c'est que Christopher avait pris sa décision au moment précis où il l'avait vue. Voûté exprès dans ce sweatshirt géant, ne faisant aucun effort pour impressionner. Il avait trouvé exactement ce qu'il cherchait. Le samedi suivant, Mélissa resta devant son armoire pendant 20 minutes, 19 minutes de plus que pour n'importe quel rendez-vous des 6 derniers mois. Elle avait proposé de se retrouver à la vente de livres d'occasion de la bibliothèque publique, estimant que c'était assez décontracté pour ne pas mettre la pression, mais assez significatif pour montrer de l'intérêt. La question était de savoir combien d'efforts faire. Sa chatte Agatha Christie, une tigrée bien portante au caractère difficile, était assise sur le lit et la regardait de ses yeux verts pleins de jugement. « Ne me regarde pas comme ça », marmonna Mélissa en sortant une robe bleu marine simple avant de la remettre. « J'ai le droit d'être un peu nerveuse. » Finalement, elle opta pour un jean foncé sans tache et un pull crème doux que Tracy lui avait offert à Noël dernier. Un minimum de maquillage, les cheveux détachés et, pour une fois, brossés. En se regardant dans le miroir, elle vit quelqu'un qui lui ressemblait. Juste une version plus polie. Plus polie ? Christopher attendait déjà devant la bibliothèque quand elle arriva, et elle eut le souffle coupé. Il portait un jean et une chemise Henley vert foncé, décontractés mais d'une élégance indéniable. Quand il la vit, son visage s'illumina d'une telle façon que son estomac fit un bond. « Tu es venu ?» dit-il comme s'il y avait eu un doute. « J'avais dit que je viendrais. » Mélissa ajusta nerveusement la sangle de son sac. « De plus, je ne rate jamais cette vente.
L'année dernière, j'ai trouvé une édition originale d'Agatha Christie pour 3 $. La chatte porte son nom d'ailleurs. » Ils passèrent 2 heures à déambuler entre les tables de livres. La conversation coulait aussi facilement qu'au café. Christopher se découvrit une passion inattendue pour l'histoire, en particulier les catastrophes maritimes, ce que Mélissa trouva d'une morbidité touchante. Elle lui présenta ses auteurs de polar préférés, et il semblait sincèrement intéressé, ne se contentant pas d'opiner poliment. « Ma grand-mère m'a transmis l'amour des romans policiers », expliqua Mélissa en soulevant une copie écornée d'un classique. Elle disait que les romans policiers enseignent la compétence la plus importante de la vie. Prêtez attention à ce que les gens ne disent pas. « Une femme sage, » dit Christopher. Il s'arrêta devant une table de vieilles photos et cartes postales. « Mon grand-père m'a appris quelque chose de similaire, mais à propos des affaires. Il disait « Les meilleures transactions se font quand tu écoutes plus que tu ne parles. » C'est comme ça que tu es devenu riche ? La question échappa à Mélissa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Tracy a mentionné que tu avais bien réussi. » L'expression de Christopher changea légèrement, se fermant un peu. Tracy a une définition généreuse de la réussite. Mais oui, j'ai eu de la chance. Il prit une vieille carte postale montrant le port de Portland dans les années 50. Mon grand-père a commencé avec un petit bureau de comptabilité. Des débuts très modestes. Il m'a appris que l'argent n'était qu'un outil. Ce qui compte, c'est ce que tu construis avec et qui tu deviens au cours du processus. Il y avait dans son ton une neutralité prudente qui fit se demander à Mélissa ce qu'il ne disait pas. Mais elle n'insista pas. Elle avait ses propres secrets, ses propres blessures soigneusement gardées. Ils sortirent de la bibliothèque avec chacun une petite pile de livres, et Christopher proposa de déjeuner dans un dîner à 2 pâtés de maison de là. C'était un endroit avec des banquettes en vinyle usées et un menu qui n'avait pas changé depuis 1987. Mélissa l'aima immédiatement. Autour de burgers et de milkshakes, et Christopher l'interrogea sur son ex-fiancé. La question était douce mais directe. « Jérémy, » dit Mélissa, le nom laissait encore un goût amer. « Nous avons été ensemble 4 ans, fiancés 6 mois. Je pensais le connaître. » Elle fit glisser une frite dans le ketchup sans la manger. Il s'est avéré qu'il était au chômage depuis 8 mois et ne me l'avait pas dit. Il a ouvert des cartes de crédit à mon nom, vidé notre compte d'épargne commun et laissé un mot disant qu'il avait besoin de se trouver. Il s'est trouvé au Costa Rica avec sa prof de yoga. Mon Dieu, Mélissa, je suis vraiment désolé. Mais le pire, ce n'était pas l'argent, même si ça fait mal. C'était de réaliser que j'avais été si aveugle. J'apprends à des enfants de 8 ans à repérer des schémas et à résoudre des problèmes, mais je n'ai pas pu voir ce qui se passait dans ma propre vie. Elle mangea enfin sa frite. Ça m'a fait douter de tout ce qui concerne mon jugement. Christopher tendit la main à travers la table, sans la toucher tout à fait, mais assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. Tu n'étais pas aveugle, c'était un menteur expérimenté. Il y a une différence. Et toi ? Demanda Mélissa, voulant changer de sujet. Tracy a dit que tu étais toi aussi célibataire depuis peu. Victoria, dit Christopher, et quelque chose se durcit dans son expression. Nous sommes sortis ensemble 1 an. Elle était élégante, sophistiquée, disait toutes les bonnes choses. Puis j'ai découvert qu'elle enregistrait nos conversations privées et vendait des informations à des journalistes financiers. Rien d'illégal, juste des détails intimes sur ma vie, mes décisions commerciales, ma famille, des choses que j'avais partagées en toute confiance. La poitrine de Mélissa se serra. C'est horrible. Les tabloïds se sont régalés. La petite amie du milliardaire révèle des secrets. C'était mon titre préféré. Il rit sans humour. C'était il y a 8 mois. J'ai évité les rendez-vous depuis, jusqu'à ce que Tracy me coince dans mon bureau et me dise qu'elle avait une amie qui avait besoin de quelqu'un d'honnête et qu'il était temps que j'arrête de faire l'ermite. Le mot milliardaire resta suspendu dans l'air. L'esprit de Mélissa se vida un instant, puis ses pensées s'emballèrent. Milliardaire. Pas juste aisé, pas juste riche. Milliardaire. Je vois que tu es en train de digérer l'info, dit doucement Christopher. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais j'aimais être juste Christopher pour un moment. Pas Christopher Dane de Dane Industries, juste moi. Dane Industries, la voix de Mélissa monta plus haut qu'elle ne l'avait prévu. Celle qui rénove la moitié du front de mer et possède des immeubles au centre-ville avec ton nom dessus ? Techniquement, mon nom n'est pas sur les immeubles, il est sur l'entreprise. Il passa une main dans ses cheveux, l'air vraiment mal à l'aise. C'est pour ça que je ne commence pas par ça. Tout change. Les gens se mettent à calculer. Ils voient la valeur nette au lieu d'écouter ce que je dis. Mélissa s'adossa à la banquette. Elle avait le vertige. Tracy ne l'avait pas simplement présenté à son patron, elle l'avait présenté à l'un des hommes les plus riches de la côte ouest, et Mélissa s'était pointée à leur premier rendez-vous avec un sweatshirt taché. « J'ai besoin d'1 minute, dit-elle en se levant brusquement.
Je ne pars pas, j'ai juste besoin de respirer. Elle alla aux toilettes, s'aspergea le visage d'eau froide et se regarda dans le miroir. C'était de la folie. Elle était une institutrice de CE2 vivant dans un studio, pour qui acheter des céréales de marque était un luxe. Lui était milliardaire. Un vrai. Les mathématiques ne collaient en pas, mais elle se rappela ensuite comment il avait été écouter ses histoires sur ses élèves, sincèrement intéressé. La façon dont il riait de lui-même, ne prenant rien trop au sérieux. La vulnérabilité dans ses yeux quand il parlait de la trahison de Victoria. Quand elle revint à la table, Christopher regardait son milkshake intact. « Je ne suis pas très doué pour ça », dit Mélissa en se glissant de nouveau sur la banquette. « Je ne sais pas comment sortir avec quelqu'un qui a probablement un jet privé. »« En fait, 3, dit Christopher avant de grimacer. « Désolé, mauvaise blague, Mélissa. Je ne veux pas que tu penses à ça. Je veux juste passer du temps avec quelqu'un qui me voit moi et pas mon compte en banque. On peut essayer ? Je suis nul pour faire semblant que les choses n'existent pas. Je ne te demande pas de faire semblant. Je te demande d'apprendre à me connaître avant de décider ce que signifie l'argent. » Ses yeux étaient insincères, presque suppliants. « Tu me plais. J'aime que tu aies sans mis ton pire sweatshirt pour essayer de me faire fuir. J'aime que tu sois honnête et que tu ne joutes pas à des jeux. J'aime que tu sois assise là à me dire que c'est difficile pour toi, au lieu de faire comme si de rien n'était. » Mélissa prit une profonde inspiration. « D'accord, mais j'ai des conditions. Nomme-les. On partage tout équitablement. Je suis mal à l'aise quand tu paies tout le temps. Ça crée un déséquilibre de pouvoir. » Elle leva la main quand il commença à protester. « Je sais que c'est irrationnel, mais c'est important pour moi. D'accord, même si je me réserve le droit de t'offrir un café de temps en temps. Et on y va doucement. Je veux dire à la vitesse d'un glacier. J'ai besoin de temps pour comprendre si c'est réel ou si je suis juste ébloui par ce conte de fées impossible. Je peux aller doucement, dit Christopher, même si pour info, c'est moi qui ai l'impression d'être dans un conte de fées. Sais-tu à quel point il est rare de rencontrer quelqu'un d'authentique ? Ils finirent leur déjeuner. L'attention avait laissé place à une conversation confortable. Alors qu'ils marchaient vers leur voiture, le téléphone de Christopher sonna. Il regarda l'écran et grimaça. « Je dois prendre ça, une crise au boulot. Je peux t'appeler plus tard ?»« Bien sûr, dit Mélissa, et elle le pensait. Elle le regarda s'éloigner, le téléphone collé à l'oreille. Toute son attitude changea, devenant plus autoritaire. C'était le milliardaire, le PDG, réalisa-t-elle, l'homme qui dirigeait un empire. Et par on ne sait quel miracle, il voulait sortir avec elle. Son téléphone vibra d'un texto de Tracy. « Raconte-moi tout. » Mélissa sourit et tapa sa réponse. « Tu as beaucoup d'explications à donner. » Elle ne savait pas que la crise au boulot sur le téléphone de Christopher était en fait son frère, exigeant de savoir pourquoi Christopher perdait son temps avec une institutrice inconnue alors qu'il y avait des femmes convenables qui comprenaient point son monde, ni que Christopher avait dit à son frère de se mêler de ses affaires avec un langage assez fleuri pour faire rougir un marin. Le véritable test, comme Mélissa allait le découvrir, n'était pas de savoir si elle pourrait gérer la richesse de Christopher, c'était de savoir si elle pourrait gérer la réaction de tous les autres face à cela. 3 semaines après le début de sa relation avec Christopher, la vie normale et soigneusement construite de Mélissa commença à se fissurer. Ça commença petit. Un photographe devant son immeuble. Un blog de potins mentionnant une femme mystérieuse vue avec Christopher Dane. Tracy l'a pris à part à l'école, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Tu as vu ce qu'ils écrivent sur toi en ligne ?» demanda Tracy en lui tendant son téléphone. Le titre disait « La nouvelle conquête du milliardaire Christopher Dane, institutrice d'école primaire ou croqueuse de diamants déguisée ?» L'estomac de Mélissa se retourna en faisant défiler l'article qui spéculait sur ses motifs, son passé, incluant même une photo de son immeuble avec la légende « Une vie modeste pour l'instant ». Quelqu'un avait déterré l'annonce de ses fiançailles avec Jérémy datant de 3 ans, transformant l'histoire en un récit sur une femme ayant l'habitude de chasser les hommes riches. « C'est de la folie, » chuchota Mélissa. « Ils ne me connaissent même pas. »« Christopher doit arrêter ça, » dit fermement Tracy. « Il a des attachés de presse pour ça. » Mais quand Mélissa appela Christopher, il semblait épuisé. « J'essaie. J'ai envoyé mon équipe contacter les principales publications, mais ces sites de potins, ils se fichent de la vérité. Ils veulent des clics. » Il fit une pause. « Je suis tellement désolé. C'est exactement ce dont j'essayais de te protéger. Peut-être qu'on devrait prendre un peu de distance ?» dit Mélissa, détestant ces mots au moment même où elle les prononçait. « Juste le temps que l'attention retombe. C'est ce que tu veux ?» La voix de Christopher était prudente, contrôlée. « Ou est-ce ce que tu penses devoir vouloir ?» Mélissa était assise sur le sol de sa classe après les cours, entourée de papiers colorés et de paillettes. « Je ne sais plus.
Un photographe m'a suivi jusqu'à l'épicerie hier. Christopher, j'enseigne à des enfants. Je ne peux pas avoir ce chaos dans ma vie. Alors laisse-moi arranger ça. Viens dîner chez moi demain soir. Rencontre ma famille. Laisse-les voir que tu es réel, que nous sommes réels. Une fois qu'ils te connaîtront, le récit changera. Chaque instinct criait à Mélissa de dire non, de fuir vers sa vie sûre et prévisible de plans de cours et de podcasts du vendredi soir. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Christopher, une vulnérabilité, un espoir, qui la fit s'arrêter. « D'accord, dit-elle doucement. Mais si ta famille me déteste, je pars et on commande une pizza à la place. » Le rire de Christopher fut soulagé. « Marché conclu. Même si je dois te prévenir, mon frère Marcus peut être difficile, et ma mère a des idées très précises sur les partenaires convenables. »« Oh, super, dit sèchement Mélissa. Pas de pression. » Le lendemain soir, Christopher vint la chercher dans une voiture qui valait plus que ce qu'elle gagnerait en 5 ans d'enseignement. Le trajet vers sa maison, son manoir en fait, les conduisit sur les collines surplombant la ville, où les propriétés se cachaient derrière des portails et des haies pour préserver leur intimité. « Je dois mentionner, dit Christopher alors qu'ils approchaient Canseau d'imposantes grilles en fer. La maison est un peu trop. Mon grand-père l'a construite dans les années 50 quand il a gagné son premier million. Chaque génération y a ajouté quelque chose. À ce stade, c'est plus un musée qu'une maison. Un peu trop s'avéra être un énorme euphémisme. La maison s'étendait sur un terrain parfaitement entretenu, tout en pierre, en verre et en élégance de vieille fortune. Mélissa sentit son courage vaciller. « Je ne peux pas faire ça, dit-elle soudain. Christopher, regarde cet endroit, regarde-moi. Je porte une robe de chez Target. » Christopher gara la voiture près du rond-point de l'allée et se tourna vers elle. « Sais-tu ce que je vois quand je te regarde ? Une personne assez courageuse pour être elle-même, une personne qui n'a jamais prétendu être autre chose qu'elle-même, même quand cela aurait été plus facile. » Il lui prit la main. « Ma famille a de l'argent, Mélissa. C'est tout. Cela ne les rend pas meilleurs, plus sages ou plus dignes de bonheur. Au contraire, cela a rendu certains d'entre eux pires. Ils furent accueillis à la porte par une gouvernante qui semblait totalement indifférente à l'existence de Mélissa, ce qui était étrangement réconfortant. L'intérieur était tout aussi écrasant que Mélissa l'avait craint. Des plafonds hauts, des œuvres d'art qui auraient dû être dans des musées, des meubles qui semblaient en trop cher pour s'y asseoir. La mère de Christopher, Patricia Dane, attendait dans ce qui devait être le salon, une pièce plus grande que tout l'appartement de Mélissa. Elle était élégante de cette manière qu'ont les femmes qui ne se sont jamais souciées de l'argent. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, son expression froidement évaluatrice. « Maman, voici Mélissa Hart. » La main de Christopher restait fermement posée dans le dos de Mélissa. « Mélissa, voici ma mère, Patricia. »« Madame Dane, » dit Mélissa en tendant la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer. » La poignée de main de Patricia fut brève, formelle. « Christopher nous a très peu parlé de vous. Il a été plutôt secret. » Son ton suggérait que ce n'était pas un compliment. « Protecteur, pas secret, » corrigea Christopher. « Étant donné ce qui s'est passé avec Victoria, je pense que ma prudence était justifiée. » Un homme apparut dans l'encadrement de la porte. Ce ne pouvait être que le frère de Christopher. Marcus Dane était plus jeune, plus anguleux d'une certaine façon, avec les mêmes cheveux sombres mais des yeux froids qui jugèrent instantanément Mélissa et la trouvèrent insuffisante. « Alors, tu es institutrice ?» dit Marcus sans prendre la peine de lui serrer la main. « Choix intéressant, Chris, tout à fait inattendu. »« Marcus !» La voix de Christopher portait un avertissement. Le dîner fut un supplice. Ils mangèrent dans la salle à manger formelle à une table qui aurait pu accueillir 20 personnes, bien qu'ils ne fussent que 4. Patricia posait des questions pointues sur la famille de Mélissa, son éducation, ses perspectives. Marcus faisait des remarques à la limite de l'insulte. Christopher devenait de plus en plus tendu à ses côtés. « Je suis curieux, » dit Marcus pendant le plat principal, quelque chose de français que Mélissa ne pouvait pas prononcer. « Qu'est-ce qui t'a attiré chez mon frère ? Sa personnalité charmante ? Son amour des catastrophes maritimes ? » L'insinuation était claire. Mélissa posa doucement sa fourchette. Elle avait passé 3 semaines à être polie et silencieuse, essayant de ne pas faire de vagues, mais elle était fatiguée d'être considérée comme une chercheuse d'or, alors qu'elle était parfaitement heureuse avec sa vie modeste avant l'arrivée de Christopher. « En fait, dit-elle d'une voix ferme, je ne savais pas qui était Christopher quand nous nous sommes rencontrés. Ta sœur, je veux dire Tracy, ton chef de projet, nous a présentés. Elle l'a décrit comme un type sympa du boulot qui aurait besoin d'un ami. Je suis venu avec mon sweatshirt le plus usé exprès pour décourager tout intérêt romantique, parce que j'évitais les rendez-vous depuis que mon ex-fiancé a volé mes économies et disparu. » Un silence tomba sur la table. « Ce qui m'a attiré chez Christopher,
poursuivit Mélissa, c'est qu'il écoutait quand je parlais de mes élèves, comme si leurs problèmes avaient vraiment de l'importance. Il m'a fait rire. Il a été gentil avec la serveuse et ne m'a pas fait me sentir stupide parce que je ne connais rien au vin, à l'art ou à tout ce que vous considérez probablement comme un savoir indispensable. Elle regarda Marcus droit dans les yeux. Et honnêtement, j'attends toujours que ça devienne moins effrayant. Mais chaque jour, il y a un nouvel article me traitant de croqueuse de diamants, ou un photographe devant mon école, ou quelqu'un comme toi qui insinue que je ne suis pas assez bien. Alors pardonnez-moi si je n'exprime pas de gratitude pour le privilège d'être interrogé. L'expression de Patricia changea pour quelque chose qui ressemblait à du respect. Marcus avait l'air d'avoir reçu une gifle. Christopher faisait de gros efforts pour ne pas sourire. « Eh bien, dit Patricia après un long moment, au moins tu as du caractère. C'est plus que je ne peux en dire des 3 dernières femmes que Christopher a ramenées à la maison. »« Maman, dit Christopher, mais il y avait du soulagement dans sa voix. »« Je l'aime bien, annonça Patricia comme si cela réglait tout. Elle se tourna vers Mélissa. « Tu dois savoir que Marcus est protecteur envers son frère, parfois jusqu'à l'impolitesse. Il part d'une bonne intention, même si son exécution est terrible. »« Je ne pars pas d'une bonne intention, marmonna Marcus. Je protège les actifs de la famille. »« Je ne veux pas de l'argent de Christopher, dit Mélissa avec lassitude. Je ne veux pas de sa maison, de sa voiture ou de tout ce qui va avec cette vie. Je le veux juste, lui. Mais je commence à me demander si c'est seulement possible, quand tout le monde autour de lui me voit comme une menace ou une transaction. » Christopher se leva brusquement. « Nous partons. »« Christopher, » commença sa mère. « Non. Mélissa est venue ici pour me faire une faveur, pour essayer d'apaiser les choses. Au lieu de cela, elle a été traitée comme une étrangère dans sa propre relation. » Il aida Mélissa à se lever. « Quand vous serez prêts à la traiter avec le respect qu'elle mérite, nous essaierons à nouveau. D'ici là, c'est fini. » Ils étaient dans la voiture avant que Mélissa ne puisse comprendre ce qui s'était passé. Christopher conduisit en silence pendant quelques minutes, la mâchoire serrée. « Je suis désolé, dit-il enfin. C'était pire que je ne l'imaginais. Ton frère me déteste. Mon frère est un idiot qui pense que la valeur nette détermine la valeur humaine. » Christopher se gara sur un point de vue panoramique. Les lumières de la ville s'étendaient en contrebas. « Mélissa, je dois te dire quelque chose. » Son cœur se serra. Ça y est. Le moment où il réalise qu'elle représente trop de problèmes, que sa famille a raison, qu'ils sont de mondes différents. « Je suis en train de tomber amoureux de toi, » dit doucement Christopher. « Je sais que c'est rapide, je sais que c'est compliqué, mais assis dans cette salle à manger, en te regardant te défendre face à ma famille, j'ai réalisé que je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu n'es pas impressionné par l'argent et tu n'en as pas peur. Tu me vois juste moi. » Les yeux de Mélissa s'emplirent de larmes. « C'est vraiment compliqué, Christopher. Je veux croire qu'on peut faire marcher ça. Mais tu as peur ?» finit-il. « Moi aussi. La trahison de Victoria m'a presque détruit. J'avais juré de ne plus jamais faire confiance à personne. Puis tu es apparu dans ce sweatshirt ridicule, et soudain j'ai eu envie d'essayer. Et si ta famille ne m'accepte jamais ?» Christopher prit sa main, la pressant contre sa poitrine. « Alors on créera notre propre famille. Toi, moi et le chat Agatha Christie. Peut-être quelques enfants à qui tu pourras apprendre à apprécier les romans policiers et les catastrophes maritimes. » Mélissa rit à travers ses larmes. « Tu es fou. Probablement. C'est un oui, pour essayer, pour voir où ça nous mène. » Elle pensa à sa vie prudente et protégée, au mur qu'elle avait construit après Jérémie, à la sécurité prévisible de l'enseignement et des vendredis soirs seuls. Puis elle pensa au rire de Christopher, à la façon dont il se souvenait des détails sur ses élèves, à la façon dont il l'avait défendu devant sa propre famille sans hésitation. « Oui, dit-elle, mais je paie ma propre pizza à partir de maintenant. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Marcus les avait suivis. Il s'est égaré à distance, observant avec des jumelles coûteuses. Pas par inquiétude pour son frère, mais parce qu'il avait engagé un détective privé pour fouiller le passé de Mélissa. Et ce que ce détective venait de découvrir allait soit détruire leur relation, soit prouver que Mélissa Hart était exactement qui elle prétendait être. Le rapport du détective arriva sur le bureau de Marcus 3 jours après le dîner familial catastrophique. Il l'ouvrit, s'attendant à trouver des preuves d'une poursuite calculée de Mélissa envers son frère. Peut-être un schéma de relation avec des hommes riches ou des dettes qui expliqueraient son intérêt pour un milliardaire. Au lieu de cela, il trouva quelque chose qui lui fit immédiatement décrocher son téléphone. « Christopher, il faut qu'on parle, » dit Marcus quand son frère répondit. « C'est à propos de Mélissa, si tu appelles pour l'insulter encore. Écoute simplement. » Marcus prit une inspiration. « J'ai fait enquêter sur elle. Avant de t'énerver, écoute-moi. Le détective a découvert quelque chose que tu dois savoir. » La voix de Christopher devint glaciale. « Qu'est-ce que tu as fait ?»
Jeremy Walters, son ex-fiancé. Il ne l'a pas seulement volé. Il a ouvert 3 cartes de crédit à son nom, contracté un prêt personnel et contrefait sa signature sur des documents qui l'ont rendu responsable de ses dettes de jeu. On parle de plus de 200 000 $. Elle rembourse ça depuis 3 ans, en travaillant à l'école d'été et en donnant des cours particuliers le week-end. Elle n'a pas pris de vraies vacances depuis qu'il est parti. Elle achète des vêtements d'occasion et vit dans ce minuscule appartement parce que chaque dollar disponible va à la réparation du désastre financier qu'il a causé. La ligne devint silencieuse. « Christopher, tu n'avais pas le droit d'envahir sa vie privée comme ça », commença Christopher, mais sa voix avait perdu sa dureté, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la douleur. « Elle ne m'a jamais dit que c'était aussi grave. »« Parce qu'elle a de la fierté, » dit doucement Marcus, « parce qu'elle n'est pas avec toi pour l'argent. Elle essaie de survivre malgré le fait qu'elle n'en a pas. Chris, je me suis trompé sur elle. Complètement trompé et je dois m'excuser. » Christopher raccrocha et se rendit immédiatement à l'école de Melissa. Il la trouva dans sa classe après les cours, comme d'habitude, en train de corriger des copies, tout en mangeant un sandwich au beurre de cacahuète pour le dîner. « Tu n'as pas à vivre comme ça, » dit-il depuis l'encadrement de la porte. Melissa leva les yeux, effrayée. « Christopher, qu'est-ce que tu fais là ?» Marcus m'a parlé de Jérémie, de la dette. Il entra dans la classe, regardant les décorations joyeuses qu'elle avait visiblement achetées elle-même. « Melissa, pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Son visage devint cramoisi. « Ton frère a enquêté sur moi. »« Sérieusement ?»« Oui, et c'était mal, et il le sait. Mais ce n'est pas le sujet. 200 000 $. Melissa, tu te noies, et tu n'as pas dit un mot. Parce que c'est mon problème, pas le tien. » Elle se leva sur la défensive. « J'ai fait l'erreur de faire confiance à Jérémie. J'ai signé ces documents sans les lire assez attentivement. C'est moi qui dois réparer ça. Tu as été victime d'une fraude. Je l'ai signalé, et la police a dit qu'il n'y avait pas assez de preuves, et les sociétés de crédit ont dit que j'étais responsable de toute façon. » La voix de Melissa tremblait. « Alors je répare ça, petit à petit. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, Christopher. Je n'ai pas besoin que tu interviennes avec ton chéquier et que tu fasses disparaître mes problèmes. Et si je veux aider, alors tu ne m'écoutes pas. » Elle attrapa son sac, faisant voler des papiers. « C'est exactement ce que je craignais. Que tu découvres que j'ai des problèmes et que tu décides de devoir les régler, parce que tu peux te le permettre. Ce n'est pas une relation, c'est de la charité. Ce n'est pas ce que je voulais dire, n'est-ce pas ? Vraiment ? » Les yeux de Melissa brillèrent de larmes non versées. « Tu viens d'un monde où l'argent résout tout, mais certains d'entre nous doivent résoudre leurs propres problèmes pour prouver qu'ils peuvent survivre. J'ai passé 3 ans à reconstruire mon crédit, mes économies, mon estime de moi. Je ne te laisserai pas m'enlever ça en signant un chèque. » Christopher se tenait au milieu de la classe, entouré de dessins d'enfants de 8 ans sur la gratitude, et réalisa qu'il était sur le point de perdre la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. « Tu as raison, » dit-il doucement. « Je suis désolé, je n'essayais pas de te réparer. J'essayais d'alléger un fardeau qui n'aurait jamais dû être le tien. Mais je t'entends. Ton indépendance est importante. Ta capacité à gérer ta propre vie est importante. » Melissa essuya ses yeux. « J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. »« Combien de temps ? » ?»« Je ne sais pas. Tout va si vite, ton frère enquête sur moi et j'ai l'impression de perdre le contrôle de ma propre histoire. » Christopher hocha la tête, même si cela faisait mal. « D'accord, mais Melissa, quand tu seras prête à parler, je serai là. Pas de pression, pas d'attente, juste moi. » Une semaine passa, puis 2. Christopher se jeta dans le travail, mais chaque matin, il regardait son téléphone dans l'espoir d'un message. Marcus, à la surprise de tous, se présenta à l'appartement de Melissa avec des fleurs et des excuses sincères, qu'elle accepta avec une gratitude prudente. Patricia l'appela directement, l'invitant à déjeuner, comme 2 femmes qui se soucient du même homme têtu. C'est Tracy qui finit par intervenir, coinçant Melissa à l'école. « Tu es malheureuse, répondit-elle directement. »« Elle était malheureux. Qu'est-ce que tu attends ? La preuve que ça peut vraiment marcher. Que je ne vais pas me réveiller un jour et réaliser que je me suis perdu en essayant de m'intégrer dans son monde. Tu as tenu tête à toute sa famille lors d'un dîner. Tu as engueulé un milliardaire parce qu'il essayait de t'aider. Tu es la personne la moins perdue que je connaisse. » Tracy lui serra la main. « La question n'est pas de savoir si tu peux t'intégrer dans son monde. La question est de savoir s'il vaut la peine de construire un nouveau monde ensemble. » Ce soir-là, Melissa se rendit à la maison de Christopher, d'où elle s'était enfuie quelques semaines plus tôt. Elle sonna à la porte, s'attendant à moitié à voir la gouvernante, et faillit rire quand Christopher lui-même ouvrit, en pantalon de jogging et vieux t-shirt, l'air épuisé. « Melissa ? » ?»« J'ai réfléchi, dit-elle. À nous. À ce que signifie être ensemble quand on vient d'endroits si différents. » Le visage de Christopher était soigneusement neutre.
Et j'ai réalisé que j'étais tellement concentré sur la peur de me perdre que j'ai oublié quelque chose d'important. Tu ne m'as jamais demandé de changer. Tu m'as aimé dans un vieux pull usé. Tu m'as défendu devant ta famille. Tu as respecté mes limites, même quand ça faisait mal. Elle prit une inspiration. J'étais tellement occupé à me protéger d'une nouvelle blessure que je n'ai pas vu que tu faisais la même chose. Je n'ai jamais... Je sais, c'est ce que j'ai enfin compris. Mélissa s'approcha. Je n'ai pas besoin que tu me sauves de mes dettes ou de mes problèmes, mais peut-être que j'ai besoin d'un partenaire, quelqu'un qui se tient à mes côtés pendant que je me sauve moi-même. L'expression de Christopher se fissura pour laisser place à quelque chose de brut et plein d'espoir. Je peux faire ça, je veux faire ça. Et j'ai besoin que tu comprennes que je vais continuer à enseigner. Je vais continuer à vivre modestement parce que c'est ce que je suis. Ton argent ne change pas mes valeurs. Je ne voudrais pas qu'elle change. Encore une chose, dit Mélissa. Plus d'enquête, plus de tentatives de gérer le récit ou de contrôler comment les gens nous voient. Nous vivons juste notre vie et nous laissons les autres se débrouiller. Christopher la tira dans ses bras et Mélissa ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La sécurité. Pas parce que Christopher pouvait lui acheter une protection, mais parce qu'il voyait en son combat et l'aimait malgré tout. 6 mois plus tard, ils étaient bande fiancés. Pas avec une annonce publique massive ou une réception mondaine, mais avec une demande discrète dans la classe de Mélissa après l'école. Christopher un genou à terre entre les minuscules chaises, tendant une bague qui était belle mais pas ostentatoire. « Avant que tu ne répondes, dit-il, il faut que tu saches quelque chose. J'ai créé une fondation à ton nom. Elle aide les enseignants à rembourser les dettes frauduleuses et fournit une aide juridique aux victimes d'escroquerie. Tu la dirigeras, si tu le veux. Sans salaire. Juste la satisfaction d'aider des gens qui ont traversé la même chose que toi. » Les yeux de Mélissa s'emplirent de larmes. « Tu n'avais pas à faire ça. Je ne l'ai pas fait pour régler ton problème. Je l'ai fait parce que tu m'as montré que la richesse ne signifie rien si tu ne l'utilises pas pour rendre le monde meilleur. Tu m'as appris ça. » Il sourit. « Alors qu'est-ce que tu en dis ? Tu veux épouser un milliardaire réformé qui apprend que les meilleures choses de la vie ne s'achètent pas ? » « Oui, » dit Mélissa en le tirant vers le haut pour l'embrasser. « Mais je garde mon appartement pour un moment, juste pour me rappeler d'où je viens. Marché conclu ? » Christopher rit. « Bien qu'Agatha Christie déménage chez moi immédiatement. Elle a déjà occupé la chambre principale. » Ils se marièrent 8 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie que les élèves de Mélissa aidèrent à décorer avec des fleurs faites maison et des œuvres d'art enthousiastes, bien qu'un peu brouillonnes. Marcus porta un toast étonnamment sincère sur le fait d'avoir eu tort et sur l'humilité. Patricia pleura et admit avoir jugé trop hâtivement. Tracy s'attribua tout le mérite et fit promettre à tout le monde de nommer leur premier-né en son honneur. Mélissa ne cessa jamais d'enseigner. Christopher ne cessa jamais d'être riche. Mais ensemble, ils créèrent quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu créer seul. Un partenariat basé sur le respect mutuel, une affection authentique et l'idée révolutionnaire que l'amour ne vous demande pas de changer qui vous êtes. Et le vendredi soir, ils commandaient en tout jour de la pizza et écoutaient encore des podcasts sur des histoires sans criminels. Mélissa dans des vêtements confortables, Christopher à ses côtés. Tous deux se trouvant exactement là où ils devaient en être.